Bonjour, une petite vidéo pour les stagiaires de kinésithérapie qui vont venir dans le service de cardiologie-pneumologie de la clinique de l'Union. On aimerait que les stagiaires puissent voir cette vidéo, comprendre la vidéo avant de venir en stage pour pouvoir justement prendre nos patients en charge de manière un petit peu plus optimale. Souvent, on s'est rendu compte que les stagiaires ne maîtrisaient pas bien la respiration. Donc, première chose à savoir, quand on rentre dans la chambre d'un patient, il faut toujours demander le nom du patient, pas l'appeler par son nom de famille, c'est vérifier le nom, dire qui nous envoie, donc les pneumologues, les cardiologues, qui on est et pourquoi on vient. Parce que souvent les patients ne sont pas au courant que le kiné doit passer dans la journée. Donc du coup, il faut bien leur expliquer les choses, que ce sont les pneumologues ou les cardiologues qui nous demandent de venir. Pourquoi? Pour du travail respiratoire, pour de l'entretien à la marche, pour du renforcement musculaire, des tests de marche ou autre. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin de savoir un petit peu comment fonctionne le patient, quels sont ses problèmes. Donc pour nous, sur la partie respiration, il y a deux familles de pathologies qui nous intéressent. C'est tout ce qui va être obstructif ou restrictif. Dans notre partie hospitalisation dans le service de pneumo, la priorité, ça va être les pathologies obstructives. Les pathologies obstructives, c'est un problème qui vient de l'intérieur des bronches, donc par de la sécrétion, un corps étranger. À l'inverse, tout ce qui va être restrictif, ça vient en dehors des bronches. Donc ça peut être une scoliose, un épanchement pleural qui vient comprimer le poumon. Sur la partie obstructive, on va avoir une incidence immédiate, c'est-à-dire que si le patient est encombré et que de suite on arrive à faire sortir ses sécrétions, il va immédiatement mieux respirer. Donc ça, pour nous, c'est la priorité, arriver à identifier si le patient il est obstructif ou pas. Donc, pour savoir si le patient est obstructif, donc on va faire un bilan. Avant d'attaquer le bilan, il faut bien sûr passer par l'anamnèse. Donc, quand j'arrive devant le patient, j'essaye d'être rapide. Ça me permet quand même d'avoir un premier contact avec le patient. Donc, il faut que le patient se sente écouté, qu'on renvoie l'image, que l'on sait ce qu'on fait. Donc, généralement, une fois que je me suis présenté, que je lui ai expliqué qui je suis, pourquoi je viens, je lui demande, au niveau de la respiration, comment ça se passe? Est-ce que, je ne laisse pas le temps de répondre, j'oriente directement, est-ce que vous crachez? Problème obstructif. Comment sont les sécrétions? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est épais? De quelle couleur? Là, je peux poser des questions différentes en fonction des réponses du patient. Mais ça me permet déjà de savoir si mon patient a plutôt une tendance obstructive ou pas. S'il me dit non, ou même s'il me dit oui, derrière je lui pose la question, est-ce que vous êtes essoufflé quand vous marchez? Alors la plupart du temps, ici ce sont des patients qui sont assez âgés, à peu près 80 ans de moyenne d'âge. Donc souvent ils me disent non, mais parce qu'en fait ils sont dans la chambre, ils sont au fauteuil ou ils sont dans le lit. Donc là je dis, avant de venir, avant d'être hospitalisé, est-ce que quand vous marchez, vous vous essoufflez ou moindre effort? Là ils disent, ah oui, j'ai du mal à respirer. Donc là, je peux poser encore d'autres petites questions pour savoir comment, quel type d'essoufflement, au bout de combien de temps, est-ce que c'est de suite dès qu'il se lève, est-ce que c'est au bout de 5 minutes. Et après, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que même si on est dans un service de pneumologie ou de cardiologie, il faut prendre en globalité le patient. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui demander, est-ce qu'à la maison, vous avez un kiné qui vient pour s'occuper de vous pour autre chose? Est-ce que vous êtes capable de marcher tout seul? Est-ce que vous êtes capable de faire les transferts? Donc, même si on y va pour de la respi, il faut qu'on aide aussi le fonctionnement du service. Donc si on peut aider et faire la respi en le mettant directement au fauteuil ou en aidant à faire marcher le patient et l'amener jusqu'à la salle de bain pour que les aides-soignantes derrière puissent faire la toilette et que c'est elles qui le ramènent. Donc l'idée c'est d'avoir cette image rapide du patient, de ce qu'il est capable de faire et pas faire. Par contre, on ne croit pas à 100% de ce que dit le patient. Il va falloir toujours tester. Donc une fois que j'ai ces informations-là, je dis au patient, bon, ben maintenant j'ai besoin de vérifier par moi-même si vous êtes encombré ce matin. Et à ce moment-là, je commence mon bilan
respiratoire. Donc, Lucas, si tu peux venir. On garde le masque, voilà. C'est important. Donc, au niveau de la pneumo, on va changer de ça. Donc, les poumons, on va venir bilanter. Notre question, c'est de savoir est-ce que dans les poumons, il y a quelque chose qui empêche l'air de circuler normalement. Est-ce que l'air rentre et sort sans turbulence ou est-ce que c'est pas comme ça? Donc, on va devoir bilanter tous les poumons. Donc, au niveau des sommets, on se retrouve sous les clavicules. Et au niveau des bases, on prend l'appendice xiphoïde, 4 travers de doigts. Donc, je vais devoir bilanter toute cette zone. Ok. Donc, soit je bilante avec un stéthoscope, et je peux bilanter devant, derrière. Soit, si je n'ai pas de stéthoscope, je peux bilanter avec les mains. Moi, comment je m'y prends? Je viens bilanter en bilatéral. J'essaye de ne pas me concentrer sur les voies aériennes supérieures, tout ce qui va être ORL et bronche principale. Je viens vraiment me concentrer sur les poumons. Donc je vais aller essayer de sentir est-ce que l'air passe normalement ou pas. Donc je vais faire pour la même zone du bas débit et du haut débit. Donc je vais te demander d'inspirer lentement le plus possible. Quand tu as le poumon plein, tu vides. Allez, tu vides le plus possible. Et j'essaye de me concentrer sur comment l'air y passe. J'ai pas besoin d'appuyer très fort. Il faut que je sois quand même en contact avec le corps. C'est pas juste tissulaire. Vas-y, tu me le refais encore une fois. Donc là, je sens que l'air y rentre. Il n'y a pas de problème. Et que l'air sort. Maintenant, je vais te demander de gonfler et de tousser le plus fort possible. Allez, encore une fois. Ok, là c'est pareil. Une fois que j'ai fait cette zone-là, donc je dois aller jusqu'à appendice xiphoïde 4 travers de doigts, je vais venir faire une deuxième zone, exactement la même chose, bas débit, haut débit, qui va être plus sous les creux axillaires et postérieurs. D'accord? Si je me mets comme ça. Et la troisième zone, je vais venir plus latéral et antérieur. Et là, je suis bien sur mon 4 travers de doigts. Ce qui me permet d'avoir bilanté l'ensemble des deux poumons en bas débit et en haut débit. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si on ne fait que du bas débit, en fait, il n'y a pas suffisamment de volume d'air. On ne sent pas suffisamment ce qui se passe à l'intérieur. Les patients sont souvent âgés, ont des volumes respiratoires qui sont diminués. Donc il faut absolument les obliger aussi à aller dans le haut débit et dans des amplitudes maximum pour pouvoir aller dans le volume de réserve inspire et dans le volume de réserve expiratoire. Ok? Merci Lucas. Je vais faire une courbe de spirométrie. Ok, donc là, si ça, c'est la courbe de respiration d'un patient. On se retrouve ici. Là, c'est quand le patient, il respire normalement. C'est le volume courant. Donc, à l'état de repos, c'est l'amplitude de sa respiration. Tout ce qui va être au-dessus, c'est le volume de réserve inspire. C'est la quantité maximale d'air que le patient est capable de faire entrer en plus de son volume courant. Volume de réserve expiratoire, donc c'est la quantité d'air que le patient est capable de vider, en plus de son volume courant. Et en dessous, on se retrouve avec un volume résiduel. Le volume résiduel, c'est la quantité d'air qui va rester de manière récurrente dans les poumons. C'est de l'air qu'on ne peut pas vider. Les poumons ne se vident jamais à 100%. Par contre, le volume résiduel peut varier d'un patient à un autre, notamment avec les problèmes pneumologiques et avec de l'âge. Ce volume résiduel
il peut augmenter. Donc ça veut dire que si le volume résiduel augmente, les poumons deviennent de moins en moins fonctionnels. On a moins d'amplitude respiratoire. Donc, une fois que je sais que mon patient il est encombré, je vais pouvoir passer sur du désencombrement. En fonction de mon patient, s'il est âgé ou pas âgé, est-ce qu'il participe ou participe pas, je vais pouvoir faire plusieurs types de manœuvres. Première manœuvre, ça va être si le patient ne participe pas, on va faire des aspirations. Au niveau des aspirations, donc on a des grandes sondes. Le but du jeu, c'est de faire passer soit par le nez, soit par la bouche, la sonde, et de la faire descendre dans les voies aériennes supérieures, le plus loin possible. Donc une fois qu'on a fait passer la sonde, et qu'elle est au bout, on commence à mettre l'aspiration. Il y a un petit bouton à appuyer ou à bloquer. Et là, l'aspiration commence. Une fois que l'aspiration commence, on fait le trajet inverse. On commence à retirer la sonde. Mais ce trajet-là, on ne fait pas des va-et-vient. C'est-à-dire on va du plus profond jusqu'à la sortie. Tant que ça aspire, on reste au même étage. Une fois que ça aspire plus, on tire un petit peu plus et on remonte dans les voies aériennes. D'accord ? Alors généralement, on essaye de faire 1-2 aspirations s'il y a besoin, dans la même narine. Parce que souvent les patients qui sont dans cet état-là, c'est-à-dire qui ne participent pas, ils ont de l'oxygène. L'oxygène, ça assèche les muqueuses. Et le fait de faire passer la sonde, ça peut abîmer ces muqueuses-là. Il peut y avoir du sang. Et du coup, on veut désencombrer et on crée des petites lésions qui vont encombrer encore. Donc on essaye de ne pas le faire trop souvent. Alors c'est plus facile quand on a une trachéo, parce que là on aspire directement par la trachéo. La chose un petit peu technique sur les aspirations, c'est toute la partie ORL. C'est-à-dire que quand la sonde elle passe dans le nez, il faut qu'elle arrive à descendre pour aller vers la glotte et les voies aériennes. Donc à ce moment-là, la sonde est très souple. Moi je fais un petit roulis entre les doigts et un petit cassé du poignet en même temps. On évite bien sûr de taper trop fort, donc il faut y aller tout doucement, et là, avec la sonde pour que ça descende. Une fois que ça descend, quand on arrive à peu près au niveau des cordes vocales, on attend une inspiration et on descend le plus vite possible. Pour descendre rapidement, il ne faut pas avoir en fait les mains qui soient sur la partie de la sonde trop loin du nez. Il faut faire des tout petits mouvements pour que ça descende rapidement. Si jamais on fait un mouvement avec trop de distance, la sonde en fait elle va se plier et elle ne pourra pas descendre rapidement. Donc ça c'est si le patient ne participe pas du tout. Si le patient participe un peu, on va faire du drainage manuel. Et si le patient participe plus, on va faire du drainage autogène. D'accord ? Les techniques de drainage, ce qui varie de l'une à l'autre, ça va être une seule chose, ça va être des AFE intermédiaires. Donc, on revient ici. La première, celle-là, c'est du drainage manuel. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à vider les poumons du patient pour faire remonter les sécrétions. D'accord ? Les poumons, c'est comme un tube de dentifrice. Il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Ce qu'on va chercher, c'est à amener le patient de plus en plus dans son volume de réserve expiratoire pour qu'il vide bien ses poumons, que les sécrétions remontent petit à petit. Et après, en passant d'un bas débit à un haut débit, faire sortir les sécrétions. Là, on est sur un patient qui participe peu, qui est âgé, soit parce qu'il n'est pas capable de maîtriser sa respiration, soit parce qu'il n'est pas capable d'enchaîner plusieurs répétitions, parce qu'il a un trop faible volume. D'accord ? Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est nous, on va venir appuyer
quand il expire, mécaniquement sur les poumons du patient, de plus en plus, progressivement, pour l'amener en fait dans son volume de réserve expiratoire le plus bas possible. Pendant qu'il souffle, on appuie légèrement. Quand il inspire, on bloque. On ne veut pas que le patient fasse une inspiration complète et que le patient remonte dans ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle ne nous intéresse pas. C'est son volume courant, c'est pas là où il est encombré. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de gagner à chaque fois. Il faut qu'on aille plus loin. Donc, on peut demander aussi au patient une petite inspiration et une longue expiration. Si le patient comprend, on peut utiliser ces consignes-là. On n'est pas uniquement obligé d'appuyer et de bloquer. On peut associer les deux. Combien de répétitions on fait dans cette phase-là? Ça dépend de la capacité du patient. Si le patient a une capacité, un volume respiratoire qui est important, on va pouvoir en faire plusieurs. Si le patient a une capacité très limitée, déjà qu'on vient appuyer, qu'on limite son inspiration, il ne pourra pas en faire plus de 2 ou 3. Donc là, on est sur du bas débit. Ça se fait lèvres pincées ou dans la bouteille d'expiration. Comme ça, on contrôle le débit. Pourquoi on demande du bas débit? C'est comme on veut aller le plus loin possible dans le volume de réserve expiratoire, pour éviter le point d'égale pression avec les poumons se ferment, on demande du bas débit. Ça nous permet justement de pouvoir aller le plus loin possible dans l'expiration. Ça ne peut pas se faire autrement. Si le patient souffle trop fort, les bronches vont se fermer et on ne pourra pas descendre. D'accord? Donc, on essaye de faire remonter les sécrétions en vidant de plus en plus les poumons en bas débit. Et on va alterner par du haut débit. Donc, soit de la toux, si le patient est capable de le faire, soit des AFE, accélération de flux expiratoire, glotte ouverte, le plus fort possible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je maintiens le blocage sur le début de l'inspiration, légère. Donc je demande au patient de gonfler le plus vite possible. Je maintiens ce blocage au début. Donc ça oblige ce muscle à forcer. Et je relâche d'un coup pour faire un appel d'air. Quand le patient tousse, je rappuie. Je maintiens le début de la deuxième inspiration. Il va retousser et je rappuie. Donc ceci, les deux, ça va être un cycle de drainage manuel. On enchaîne le bas débit avec le haut débit sans repos. Une fois que j'ai fait ça, je laisse du repos au patient et je vais le recommencer. D'accord? Donc ça, c'est pour le drainage manuel. Pour le drainage autogène, je vous ai dit, on rajoute des AFE. Donc le patient, il va rester toujours pareil sur son volume courant. On va aller chercher de plus en plus bas le volume de réserve. Et avant de passer sur du haut débit avec de la toux, on va faire des AFE progressives. Une lente, une moyenne, une forte. Comme ça, on va être dans le distal. Et là, on est dans le proximal. Et là, nous, on va avoir une partie intermédiaire. Et comme ça, on va pouvoir drainer toutes les bronches. Donc, on va inspirer. On va faire une pause inspiratoire. Il va expirer lentement la première fois. Il va réinspirer à fond. Une pause. Et il va souffler de plus en plus fort. J'aurais dû aller jusque là, parce que sinon on va croire que c'est sur le volume courant. Ok, donc là on est sur bas débit distal.
Là, on est sur AFE progressive. Là, on est sur de l'intermédiaire. Et là, on est sur de la toux au débit. Et on est sur le proximal. Donc, Lucas, si tu peux revenir, s'il te plaît. On va faire un drainage autogène. Donc, tu vas souffler 3 fois, doucement. Puis, tu vas me faire 3 AFE où tu vas gonfler le plus possible. Glotte ouverte, tu peux enlever le masque peut-être pour ce coup-là, comme ça on verra bien. Tu me souffles, lèvres pincées sur les 3 premières. Les 3 suivantes, glotte ouverte, une lente, une moyenne, une très forte, le plus fort possible, vraiment. D'accord? Et derrière, tu vas tousser 2 fois. Ok. Les 3 premières, je fais 3. On va le faire ensemble, t'en fais pas. Donc, moi, on imagine que le patient est encombré sur les sommets, comme ça, je reste derrière, je viens me mettre mes mains ici. Je vais essayer d'aller dans le sens de son expiration, c'est-à-dire d'appuyer de la tête vers les pieds, de l'avant vers l'arrière et de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais combiner ces 3 mouvements pour l'aider à vider. Donc, on fait une petite inspiration, stop, et tu vas souffler, lèvres pincées doucement le plus longtemps possible. Ça, tu me le fais 3 fois. Donc, je l'accompagne et j'essaye de le diriger pour aller de plus en plus loin dans son volume de réserve. Stop, tu souffles. Allez, voilà, tu essayes de gagner. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Super, quand tu n'as plus d'air, tu rebonds. Stop. Allez, là c'est la 3e. Le prochain coup, tu vas gonfler à fond, doucement, tu vas souffler bouche ouverte, le plus lentement possible et le plus longtemps possible. Donc là, je le laisse gonfler, bouche ouverte. Doucement, voilà. Tu vides à fond. À fond, 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 à fond. Deuxième coup, tu gonfles pareil, plus fort. Bien bouche ouverte. 3e coup, le plus fort possible. Et là, tu vas gonfler et tousser. Encore. Ok. Donc là, on est sur un cycle de drainage autogène. Merci. Donc, les 3 séquences, distale, intermédiaire, proximale, s'enchaînent sans repos. On enchaîne les 3 pour que, justement, c'est le principe du tube de dentifrice, où je vais partir du plus loin et ramener la patte de dentifrice vers la sortie. Ok, donc ça, ce sont les 2 manœuvres qu'on va faire en fonction de si le patient participe ou participe pas. Combien de fois on les fait et où on les fait, ça c'est autre chose. Donc sur les poumons, imaginons les poumons d'un patient. Quand j'ai fait mon bilan, j'ai bilanté les 2 poumons. Ça me permet de savoir où, géographiquement, il pourrait y avoir des sécrétions. Est-ce que les sécrétions elles sont dans les sommets, milieu, dans les bases? Est-ce que c'est que dans le poumon droit, dans le poumon gauche? Est-ce que c'est en bilatéral? Ça, il n'y a pas de règle. Ça dépend du patient. D'un jour à l'autre, ça peut évoluer aussi. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est où géographiquement elles sont. Pourquoi? Parce que on va pas, quand on va traiter le patient, on ne va pas traiter tout le poumon si on n'en a pas besoin. Les patients qui sont ici sont des patients qui sont dans une phase aiguë. Ils ont une capacité de travail qui est très faible, beaucoup plus faible que ce qu'on peut retrouver dans des cabinets d'externes. Donc il va falloir qu'on cible très spécifiquement où est-ce qu'il y a besoin de travailler et qu'on travaille sur cette partie-là en principe, en priorité. Donc, imaginons que le patient il est encombré dans un sommet ou dans les 2. Est-ce qu'on a besoin d'aller traiter les bases? Pas dans un premier temps. Nous, si le patient il est encombré, ce qu'on veut, c'est faire sortir ses sécrétions pour que de suite il respire mieux
que potentiellement on lui enlève de l'oxygène, qu'il puisse retrouver de la fonctionnalité, marcher, être moins en détresse respiratoire. Les systèmes de bronches, c'est un arbre de probabilité. Ça se divise à chaque fois, même si c'est en 3 dimensions, que ça part dans tous les sens. On part des voies aériennes supérieures et on se divise jusqu'aux alvéoles. Ça veut dire que entre le sommet et les bases, il n'y a pas une ramification qui permet, si on fait schématiquement hein, comme ça, il n'y a pas une ramification qui passe de là à là, d'une extrême à l'autre. C'est pas possible mécaniquement. Donc pour notre prise en charge de l'obstructif, ça doit nous aider. Donc si le patient il est encombré en distal, dans les voies distales, et que c'est plutôt dans les parties du sommet, on va commencer par traiter cette partie-là. Et on ne va pas fatiguer le patient en le traitant là, parce qu'il aura peut-être que 5 minutes de traitement possible. Après, il va être trop fatigué, ou il faudra qu'on repasse en plusieurs fois. Donc si on commence à le fatiguer par une zone qui n'est pas importante, quand on va arriver sur la zone importante, il pourra être trop fatigué et pas travailler comme il faut. Donc il faut qu'on aille directement sur les zones. Donc ce que moi je fais, c'est si le patient il est encombré dans les voies, dans les sommets et dans les voies distales, je vais venir mettre mes mains comme je l'ai fait sur Lucas et je vais venir faire mon drainage entre les deux mains. C'est ce qui se passe entre les deux mains. Ça va être ma première manœuvre. Et je vais faire en sorte de me rapprocher du hile du poumon pour ramener les sécrétions vers la sortie. Donc je vais faire une deuxième manœuvre et une troisième manœuvre au niveau des hiles du poumon. D'accord ? Le même principe, le même drainage manuel ou drainage autogène, juste que je vais faire une première ici, une deuxième tous les creux axillaires. Alors le hile du poumon, c'est à peu près 3 travers de doigts au-dessus de l'appendice xiphoïde. Et ma troisième ici. Je vais faire une quatrième manœuvre sur les voies aériennes supérieures, où je vais mettre mes mains plutôt dans ce sens-là. Donc au minimum, si mon patient, je sais que mon patient a une faible capacité de travail, parce qu'il a des volumes qui ont diminué, je vais faire au minimum 4 drainages manuels ou autogènes, dans 4 zones différentes. Je vais partir du plus distal pour aller vers le plus proximal. Si je peux, si le patient peut faire plus, à ce moment-là, je vais faire le retour. Et donc ça va me faire 5e, 6e, 7e manœuvre. Là, si le patient, entre la 5 et la 7, est trop fatigué, je peux m'arrêter. C'est pas grave, je sais que j'aurai déjà ramené au maximum vers la sortie. Et le retour, c'est un peu comme le principe du drainage lymphatique. C'est-à-dire que même si dans les poumons, il n'y a pas de valve anti-retour, dans le drainage lymphatique, on vient drainer les ganglions qui sont au-dessus pour faciliter la circulation. Ben là, je me dis, au minimum, j'amène tout vers la sortie. Si je dois m'arrêter là, ben, j'aurais déjà fait ce que je peux. Si je peux plus, ben, je reviens, j'essaye de drainer ce qu'il y a au-dessus pour que ce qui était en dessous puisse monter tout seul, plus facilement. Et si le patient, je lui donne des exercices à faire, entre les 1 ou 2 séances qu'on peut avoir dans la journée, ben que ce soit plus proche et que lui, par ces exercices, il va pouvoir les faire sortir quand je ne suis pas là. Ok. Si le patient il est encombré dans les bases, ben je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais faire peut-être 1, 2, 3, et comme ça, je reviens sur le hile du poumon. 4 ici, et je reviens 5, 6, 7 si le patient peut. Là où c'est plus embêtant, pour nous, ça va être si le patient il est encombré au niveau du hile du poumon. Si le patient est encombré au niveau du hile du poumon, eh ben je vais faire
dans un sens, dans l'autre et en centrale. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que je fais au minimum 6 manœuvres. Je ramène un côté, je ramène l'autre et je ramène le tout vers la sortie. Et si je peux, je fais l'inverse. Le retour. 7, 8, 9, 10, 11. Donc je peux faire entre 4 manœuvres et 11 manœuvres par session de drainage, en fonction de ce que le patient est capable de supporter. Donc à moi de savoir évaluer la capacité de mon patient pour savoir dire, est-ce que là, je fais 3 expirations? Est-ce que j'en fais 5? Est-ce que j'en fais 10? Est-ce que je le fais tousser une fois, 2 fois, 3 fois? D'accord? Ça, c'est pour la partie obstructive. Pour la partie restrictive. Donc, je viens de faire mon bilan obstructif. Donc, même si le patient me dit ne pas être encombré, je bilante mon obstructif. Et mon obstructif, je le bilante tous les jours. Même si un patient, la veille, était qu'en restrictif, de par le fait de l'inactivité, parce qu'ils restent la plupart du temps au lit ou au fauteuil, comme ce sont des personnes âgées, ils peuvent s'encombrer de par l'inactivité. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ça. Donc tous les jours, je refais mon bilan obstructif, même si le patient n'était pas obstructif la veille. Une fois que sur mon premier bilan, j'ai fait mon bilan obstructif, s'il est positif, je fais le drainage. S'il n'est pas positif, je vais passer sur mon bilan restrictif. Mon bilan restrictif, je vais mesurer les volumes respiratoires. Donc j'arrive avec une bouteille. Normalement, il faut une bouteille de 1 demi-litre avec 60 à 80 cm de tuyau. Et on va faire souffler le patient. Le patient, normalement, un patient de 70 ans, la moyenne, c'est 30 secondes. 30 secondes dans un débit modéré, donc ni trop fort ni trop lent, et continue, sans arrêt. Donc je dis à mon patient, bon, mais vous n'êtes pas encombré ce matin, j'ai besoin de voir comment fonctionne votre respiration pour voir si vous êtes dans la norme ou pas. Il faut donner des consignes et des explications simples. Il faut prendre le patient en charge comme si c'était quelqu'un de notre famille. Je lui donne la bouteille et moi ce que je veux c'est voir comment il s'y prend. Je lui dis voilà, je vais vous chronométrer, je veux que vous souffliez le plus longtemps possible dans la bouteille. Je ne lui donne pas plus d'informations. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en compte 6 paramètres. Est-ce que le patient gonfle complètement? Est-ce que le patient gonfle lentement? Parce que si le patient gonfle trop vite, point d'égale pression, les bronches vont se fermer, il ne pourra pas gonfler à fond. Combien de temps il inspire? Et je fais la même chose sur l'expiration. Est-ce qu'il vide complètement? Est-ce qu'il vide trop fort? Et combien de temps il vide? Je lui laisse faire 2 fois, tout seul, sans le corriger. En lui donnant le résultat, je lui dis voilà, vous avez soufflé 10 secondes. On va voir si vous pouvez faire mieux. Je lui fais faire un deuxième coup, je lui redonne le résultat de l'expiration, uniquement. Et là, je commence à le corriger si besoin. Je lui dis, ben voilà, vous avez fait 11 secondes, c'est un peu mieux, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Redressez-vous pour prendre plus d'air. Gonflez moins fort parce que sinon vos poumons vont se fermer et vous ne pourrez pas prendre tout l'air. Si vous voulez souffler longtemps, il faut que vous ayez beaucoup d'air avant. Vous voyez, vous avez fini de souffler et vous restez de l'air. J'essaye de le corriger 1, 2, 3 fois pour essayer d'avoir son meilleur score possible. En fonction de son score, je vais pouvoir voir s'il est dans la norme ou pas. Je lui demande son âge et je dis voilà, vous avez 70 ans, aujourd'hui vous êtes capable de souffler 15 secondes, 12 secondes, on va prendre. Vous êtes censé être capable de souffler 30 secondes. Ça veut dire que vos poumons fonctionnent moins bien. Pour ça, on va utiliser la bouteille pour faire du réentraînement respiratoire et que vous soyez capable de retrouver des volumes et maîtriser votre respiration. La bouteille, c'est comme un appareil de musculation. On va l'utiliser
pour la rééducation, pas juste pour le bilan. Le fait de souffler dans le tuyau, dans l'eau, dans la bouteille, ça crée une résistance qui va obliger vos muscles à travailler plus fort. On va utiliser cette résistance pour améliorer votre capacité respiratoire. D'accord? Donc, on va être, pour un patient, dans la partie restrictive. Donc, expi, patient de 70 ans, 30 secondes. Donc, ce qu'on va faire dans notre prise en charge du patient restrictif. Donc, on va essayer de lui faire retrouver un volume expiratoire. Parce que là, on est dans la partie expiration. Si le patient il a moins de 15 secondes, ça veut dire qu'il est dans la moitié inférieure de la norme. C'est-à-dire qu'il a une très grande fatigabilité. Il ne va pas pouvoir enchaîner les répétitions. On va lui demander de souffler 10 fois dans la bouteille, le plus longtemps possible, avec du repos. Et ça, on le fait toutes les heures. Le but du jeu, c'est qu'il arrive à vider le plus longtemps possible, une seule fois, et qu'il prenne du repos pour ne pas se fatiguer. Alors, s'il n'arrive pas à le faire 10 fois, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, ils se fatiguent trop vite, on fait 5, 3, plusieurs fois, et on fait des pauses. On peut morceler. Mais l'idéal, c'est qu'il arrive à le faire au moins 10 fois. Il se repose pendant 1 heure, et il recommence. On en fait un petit peu de bonne qualité, plusieurs fois dans la journée. Okay. Si le patient, il est entre 15 et 30 secondes. Donc, il va continuer à faire l'exercice 1 et on va rajouter l'exercice 2. L'exercice 2, on va, maintenant qu'il est dans la moitié supérieure, mais toujours inférieur à sa norme, il devrait être un petit peu moins fatigable. Il pourrait faire un petit peu plus de répétitions. Donc maintenant, en plus d'essayer de travailler sa capacité expiratoire, on va commencer à travailler sa répétitivité. Donc là, on va faire des séries de 3 x 3 ou 2 x 5 ou 10 expi max dans la bouteille toujours. Mais là, on fait sans repos. Par là. Ça veut dire que là où le patient prenait une pause entre chaque répétition, ce qu'on veut là, c'est que le patient n'ait pas de repos. Il va enchaîner au minimum 3. J'inspire, je souffle dans la bouteille. De suite, je vais réinspirer, je souffle dans la bouteille, je réinspire, je souffle dans la bouteille. 3 sans repos. Puis là, il va avoir 1 à 2 minutes de repos. Et on le fait 3 fois. Si c'est bien fait, on passe à 2 x 5. Si c'est bien fait, on passe à 10 sans repos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait la courbe de décroissance de la capacité respiratoire du patient, s'il y en a une. Normalement, vous êtes censé connaître son max, puisque vous avez fait le bilan du matin. Vous connaissez ses résultats de la veille, s'il est là depuis plusieurs jours. Donc si le patient fait 22 secondes, il faut que sur la première répétition, il soit dans les 22 secondes. Il ne faut pas qu'il soit à 15. Il ne faut pas qu'il s'économise. Parce que si le patient sait qu'il y en a 3 à faire, il va avoir tendance à peut-être pas aller à fond pour s'économiser, pour faire 15, 15, 15. Mais là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable de faire 3 fois sa capacité maximale. Donc, je préfère qu'il fasse 22, 15 et 8 plutôt que 3 fois 15. Comme ça, ça nous permet de voir réellement ce qu'il est capable de faire. Souvent, ce qui se passe, c'est que après la première expiration maximale,
les patients vont regonfler vite, parce qu'ils justement, ils vont être dans cette capacité de manque d'air. Donc ils vont regonfler très vite. Comme ils regonflent vite, point d'égale pression, les poumons se ferment et ils n'auront pas gonflé autant que lors de la première inspiration où ils sont tranquilles. Et donc, plus il va y avoir de répétitions, plus on va se retrouver, on risque de se retrouver dans ce schéma-là. Et donc du coup, l'expiration peut diminuer fortement. Donc justement, on rentre dans cette notion de coordination, inspiration, expiration, mais pas que sur un cycle, sur plusieurs cycles. Être capable de bien réinspirer pour pouvoir bien vider, ou bien vider pour pouvoir bien inspirer, si on est dans des patients asthmatiques. Ok ? Donc ça, c'est toujours pareil. Toutes les heures, une fois qu'on a fait la première séance avec eux, qu'on a entre la première et la deuxième dans la journée, on va leur demander de faire les exercices tout seuls. Parce que on va passer 2 fois 20 minutes, une demi-heure si on peut, en fonction des patients, comment ça se passe. Déjà, dans notre séance, le temps de travail, il ne va pas être de 100%, il va travailler qu'une petite partie. Donc les patients respirent, il va falloir qu'ils le fassent plusieurs fois dans la journée. Plus ils vont être investis, plus vous allez leur donner confiance de faire ce que vous dites, mieux ça sera pour eux. Le troisième, donc c'est si là on est à plus de 30 secondes, pardon, ça veut dire qu'on est au moins dans une valeur de norme pour ce patient de 70 ans. Là, on va continuer l'exercice 2 et on va rajouter l'exercice 3. L'exercice 3, on va commencer à mettre la notion de puissance. Les 2 premiers exercices, ils nous permettaient de développer la capacité, c'est-à-dire le réservoir. Combien de la quantité d'air, d'inspi ou d'expi, on est capable de mobiliser. Maintenant que le réservoir il est normal, on va travailler sur le débit. Combien d'air je vais pouvoir souffler et comment je vais pouvoir vider vite toute ma quantité d'air. Parce que quand il va faire un effort, le patient va avoir besoin d'accélérer son flux respiratoire. Généralement, les problèmes respiratoires, ils n'arrivent pas au repos, ils arrivent à l'effort tout le temps. Et donc du coup, il faut que le patient commence à se réentraîner, à pouvoir améliorer ou augmenter son débit. Donc là, les pneumologues ont souvent un débit de pointe, donc c'est un appareil où on vient souffler, et on fait une expiration maximale. Et on voit, on appelle ça le VEMS, volume expiratoire maximal seconde. C'est en 1 seconde la quantité d'air que le patient est capable de faire sortir. Donc ça renvoie à la notion de point d'égale pression. Donc le point d'égale pression, on va alors faire schématiquement pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc là on est plutôt dans le proximal et là on est dans le distal. Donc que ce soit de l'inspiration ou de l'expiration, si je gonfle ou que je souffle, doucement, je vais avoir peu de muscles qui vont rentrer en jeu. Si ces muscles, la force de ces muscles elle est plus importante que la résistance des bronches, il va y avoir un blocage. Et donc une partie va devenir non fonctionnelle. C'est pour ça que dans la partie obstructive, quand on veut aller dans le distal, on demande du bas débit uniquement, pour que justement il y ait le moins de résistance externe et que les bronches puissent rester le plus longtemps possible ouvertes. Si je souffle très fort, ou que j'inspire très fort, je vais avoir beaucoup de muscles. Et donc du coup, les bronches vont se fermer beaucoup plus tôt. Et donc là, je vais avoir une plus grande partie non fonctionnelle. Les résistances, en fonction de la puissance, vont faire qu'une plus grande partie va être non fonctionnelle. Nous, ce qu'on veut justement, c'est dans la première seconde, voir la quantité d'air que le patient est capable de faire sortir. Et ça, le VEMS, c'est un facteur pour déterminer dans quel stade de BPCO on est. Est-ce qu'on est un Gold 1, Gold 2, Gold 3 ?
Donc, ce qu'on va faire, c'est 10 expi, toujours dans la bouteille, max, dans la bouteille, avec repos. Mais on va en faire une lente et une le plus rapide possible. On va chercher l'explosivité. Il faut que le patient, dès le départ, souffle le plus vite possible. Ce qu'on veut, c'est que... Ce qu'on veut, c'est que le patient, il souffle fort et qu'il essaye de maintenir son expiration le plus longtemps possible. D'accord ? On ne veut pas que ça monte crescendo et que ça redescende. On veut, dans la première seconde, avoir le débit le plus haut possible. Et qu'après, bien sûr, il soit capable de le maintenir. On ne veut pas que ça monte et que ça descende comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est si le patient, en une seconde, n'a pas assez de débit, on va morceler. On va dire, on va souffler qu'une seconde. Et on va le faire souffler de plus en plus fort. Une fois qu'il y arrive, on va passer à la deuxième seconde, puis à la troisième, puis à la quatrième. Pour justement arriver à avoir un débit conséquent dès la première seconde et qu'il soit capable après de le maintenir, que le point d'égale pression soit retardé. Donc là, on commence à être vraiment dans la maîtrise respiratoire. Okay. Si on est sur de l'inspi, donc les normes d'inspi, ça va être de 1/3 à 1/2 de l'expi. Donc ici, on va se retrouver avec 10, 15 secondes. Donc mon patient, s'il a une capacité de 30 secondes, en expi, il devrait être entre 10 et 15 secondes d'inspi. Dans mon bilan, je vais pouvoir voir où se situe le patient. Si le patient il est en déficit inspiratoire, qu'on doit augmenter sa capacité inspiratoire, on va avoir plusieurs paramètres pour pouvoir justement l'aider là-dedans. On va pouvoir utiliser des mouvements de bras, tout ce qui va être les synèses inspiratoires, donc pour ouvrir la cage thoracique, que ce soit des élévations, des tirages, des rotations, que ce soit avec une main derrière la tête. Tout ce travail-là d'ouverture de cage thoracique va permettre au patient de pouvoir gonfler plus et donc d'aller de plus en plus dans son volume de réserve inspiratoire. On va utiliser aussi la résistance manuelle, contre-résistance manuelle. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est on vient manuellement comprimer la cage thoracique à l'expiration, le plus possible, sans créer de douleur bien sûr. Et quand il va inspirer, on va maintenir ce blocage-là et on va le diminuer progressivement en fonction de son inspiration. L'idée, c'est de venir faire une résistance et que les muscles inspiratoires travaillent contre la résistance des mains. Le but du jeu, c'est que le patient fasse une inspiration complète. C'est pas qu'on l'empêche de gonfler. Donc petit à petit, quand il va gonfler, on va devoir relâcher progressivement pour stimuler jusqu'au maximum de l'inspiration. Contre-résistance externe, là c'est une bouteille d'inspi. Les bouteilles d'inspi, donc si le patient, on veut lui faire travailler l'expiration, on va mettre le tuyau qui va dans la bouche, il va aller dans l'eau, là on fait un petit trou et l'air il sort. La bouteille d'inspi, on se retrouve avec le tuyau qui va dans la bouche, il ne peut pas aller dans l'eau, sinon il va boire la tasse. Et on va venir mettre un deuxième tuyau qui lui va dans l'eau. Comme ça, quand le patient il inspire, il va inspirer l'air qui est là. Une fois qu'il n'y en a plus, s'il inspire plus fort que la résistance de l'eau,
l'air qui est ici va venir. Et ça va alimenter le circuit. Et donc là, on va utiliser la résistance de la bouteille pour stimuler les muscles inspiratoires. On va avoir des pauses inspiratoires. Les pauses inspiratoires, elles vont nous servir en fait à plusieurs choses. Quand des personnes respirent, l'air chez les patients en problème respiratoire ne va pas partout de la même manière dans les poumons. Il va plutôt dans certaines zones que dans d'autres, en fonction de la résistance dans les bronches. Il va là où c'est le plus facile. Donc il peut y avoir des différences dans les zones pulmonaires. Nous, ce qu'on veut, c'est redynamiser les zones qui fonctionnent le moins bien. Donc comme on est dans un circuit ouvert, ça fonctionne comme ça. Ça va là où c'est le plus facile. Par contre, quand on passe dans un circuit fermé, en apnée, les pressions s'égalisent. Et donc les zones qui ont beaucoup d'air vont en donner aux zones qui ont moins d'air. Et on va pouvoir rediriger le flux respiratoire dans certaines zones où il n'y en avait pas. Pour ça, deux types de pauses. Hop, j'inspire, je fais une inspiration max, je fais une pause de 5 secondes et je souffle. Ou je fais des pauses intermédiaires, donc j'inspire, je pose, j'inspire, je pose, j'inspire, je pose et je souffle. Là, on va faire des pauses de 3 secondes. Il n'y a pas besoin de faire plus de 5 secondes et il faut laisser au moins 2-3 secondes pour que les pressions s'égalisent. Je commence par la première. Si le patient il est moins autonome, c'est plus facile pour lui. Il va inspirer, il va bloquer 5 secondes et il relâche. On cherche à avoir l'inspi max. Plus il va y avoir de pression, plus les poumons vont être remplis, plus il va y avoir de pression, plus il va pouvoir réorienter l'air vers les zones qui en ont moins. Dans le deuxième, on y va progressivement. Alors, on peut faire 1, 2, 3, 4 pauses en fonction de la capacité inspiratoire du patient. On peut faire des pauses toujours au même moment, donc après 1 ou 2 secondes d'inspiration. Mais le but du jeu, ça va être de varier les moments où on fait les pauses. Si le patient est en détresse respiratoire, on ne va pas faire une pause de suite après avoir vidé les poumons. Quand il commence à inspirer, sinon il ne va pas tenir. On va le laisser reprendre un peu d'air. Une fois qu'il se sent en sécurité, on va pouvoir faire une première pause. Et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est toujours pareil, quand il y a beaucoup d'air, pour réorienter l'air vers les zones moins fonctionnelles. Par contre, dans le cas de patients qui sont asthmatiques, là, on va pouvoir simuler les sensations de détresse respiratoire si, une fois que le patient a vidé ses poumons, on fait une pause dès le début, qu'il n'a pas ses poumons pleins. Et on va pouvoir travailler cette maîtrise psychologique de la détresse respiratoire, de la sensation de manque. Okay. Un autre travail possible, ça va être le positionnement. Le positionnement, donc là, ça va être plutôt quand on va vouloir ventiler un poumon par rapport à un autre. Donc dans le cadre d'un épanchement pleural, la plèvre elle va gonfler, il va y avoir du liquide dedans, elle va venir comprimer le poumon. Le poumon pourra plus gonfler normalement. Le pneumologue vient faire une ponction. Une fois que la ponction a été faite, le liquide est enlevé, la plèvre retrouve sa place, mais le poumon, lui, ne va pas se regonfler complètement. Donc surtout chez les personnes un peu plus âgées. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le patient sur un côté en mettant le côté ponctionné au-dessus. L'idée, c'est de venir comprimer le poumon sain, que quand l'air va arriver dans le poumon, ils se disent où est-ce que je vais? Circuit ouvert, je vais là où il y a le moins de résistance. D'habitude, à droite, il y avait de la résistance, mais là maintenant, il y en a plus à gauche. Je vais aller là où il y en a le moins. Et comme ça nous permet de redynamiser des zones qui pouvaient être moins fonctionnelles.
On peut varier aussi sur la vitesse d'inspiration. Lent, rapide, pour travailler la capacité, la puissance, un peu ce qu'on a fait ici. On peut faire un de ces exercices, mais on peut les cumuler aussi. On peut très bien faire mouvement de bras, pause inspiratoire, ou mouvement de bras, bouteille, ou pause inspiratoire, résistance manuelle. Ça, c'est à voir. Et on peut très bien aussi faire les 6 ensemble. Ça m'arrive très rarement de faire les 6. Voilà comment on peut travailler de manière isolée. L'inspi, l'expi. Maintenant, dans votre bilan, vous savez si le patient est en dessous de la norme, expi, en dessous de la norme, inspi. Mais il faut voir aussi est-ce que le ratio entre les deux est équilibré. Donc un patient qui soufflerait 12 secondes et qui gonflerait 6 secondes, il est en dessous des 30, il est en dessous des 10, donc il lui manque des deux. Est-ce qu'il est entre un demi et un tiers? Ben là on est à un demi, donc il lui manque autant d'inspi que d'expi. Donc il ne faut pas travailler l'un ou l'autre, il faut travailler les deux. Soit on travaille l'un puis l'autre, soit si le patient peut, on travaille les deux dans le même exercice. Il a 12 secondes, donc on va être sur ce travail-là. Il va souffler avec du repos. Mais on peut très bien lui demander des consignes inspiratoires. Avant de souffler, il peut très bien faire un mouvement de bras ou des pauses tout seul. Monter crescendo, puis souffler dans la bouteille, il se repose 10, 15, 20 secondes, il le fait 10 fois. Et dans le même exercice, il travaille inspi, expi. Si le ratio est déséquilibré, on commence bien sûr par celui qui est le plus déséquilibré. Et ça arrive souvent avec des patients qui se retrouvent, on va dire, dans les 20 secondes, ici, mais qui se retrouvent dans moins de 5 secondes en inspiration. Donc on se dit, bon, 20-25 secondes, il n'est pas loin des 30, on va quand même continuer à travailler l'expi. Mais si pour 5 secondes d'inspiration, le patient est capable de souffler 25 secondes, est-ce que pour 10 secondes, il souffle 50 secondes? À ce moment-là, il est dans la norme en expi. Il faut bien faire cette différence entre les deux. Une fois que vous avez fait votre traitement, ce qui est important, c'est de rendre le patient autonome, si on peut, pour que quand on part, le patient puisse faire ses exercices tout seul. Donc c'est important de bien expliquer les choses. Plus le patient aura compris, plus il pourra le faire. Que vous dégagiez quand même de la confiance quand vous expliquez les choses. Et une fois que vous avez fini votre séance, de donner les devoirs. De dire, voilà, je repasse cet après-midi. Je veux que vous fassiez ce qu'on a fait toutes les heures. Ça va vous demander 5 minutes de travail, vous avez 55 minutes de repos. Et vous me le faites au moins 3 fois dans la matinée, 4 fois dans la matinée, en fonction de l'heure à laquelle on passe. Moi, je repasse dans l'après-midi. On va le refaire. Et l'avantage dans le restrictif, c'est que ce sont des valeurs chiffrées. De jour en jour, vous allez pouvoir comparer. Donc c'est important qu'à chaque répétition, vous donnez le résultat. Et dire, vous voyez, là vous avez mieux gonflé, donc vous allez souffler plus longtemps. Vous voyez que ça s'améliore. Hier vous étiez à 20, aujourd'hui vous êtes à 25. Il faut continuer. Voilà un petit peu nous ce qu'on fait dans notre service. Il y a d'autres choses, d'autres prises en charge plus spécifiques sur des patients BPCO, asthmatiques. Mais déjà, l'important c'est que vous ayez bien compris ce mécanisme-là pour que dès le premier jour, quand vous allez venir en stage avec nous, on puisse voir les patients, que vous puissiez comprendre et pendant votre stage, devenir de plus en plus autonome pour qu'après, si jamais vous ayez des prises en charge à faire avec des patients ayant des problèmes pneumo, que vous soyez à l'aise. Parce que le but du jeu, c'est qu'une fois que vous alliez être diplômé, que vous soyez le
plus opérationnel possible. Merci beaucoup.